On prend les mêmes et on recommence un nouvel épisode de la zone avec les zonards habituels de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions au programme de cette émission avec évidemment les plus beaux, les plus fringants, les plus frais, Jo Bellin et Capitaine Bobo. Un mot qui vous traverse l'esprit là? Pénis. Farfalle, oui. Je m'attendais presque un peu à doué. Ouais, presque un petit peu à ça. Comme Doué. Les deux ont faim, voilà. C'est ce qu'il fallait un petit peu comprendre. On commence l'émission, let's go. Le football, il a changé. C'est fini. Vous avez un style, cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Et on me dit, non, je m'attendais pas à ce moment de la musique en fait. Et c'est vrai que d'un coup là, wouh, j'ai envie de siroter un petit mocktail. L'émission a commencé. Messieurs, dames, messieurs, tout court. Quoique tout le monde n'a pas choisi son sexe autour de... Ah, je fais une story là, 2 secondes pour le... Alors j'ai cru comprendre, on me dit dans l'oreillette qu'il a dit péniche. Du coup, voilà, tout s'explique et tout change un petit peu. On y va ou on Ouais, fait quoi? c'est parti. Excuse-moi, je fais une story pour la zone. Mais il est malade. La jaune. Péniche, la jaune. Tellement beau, mais regarde ça. En ce moment, je suis à mon prime quand même, non? J'en peux plus de ces énergumènes. Comment ça va? Optimus Prime, c'est toi? Messieurs, Ça va, super. Non, mais Trop bien. c'est Ed. Trop bien. Trop content d'être. Tous les mardis soirs, vous le retrouvez où? Arrête, dis pas au blanc manteau, il va faire à chaque fois. Mais la si, même mais blague. c'est une magnifique salle parisienne. Vraiment, je vous invite à aller voir des spectacles au théâtre. Je vous invite à aller voir le Champions Rire le 21 avril, par exemple. Oui, tu on vois. y sera. On y Beaucoup sera. Il y a beaucoup du. d'humoristes et de footballeurs. On en avait déjà parlé, déjà sur cette émission, on a déjà fait la promo, mais t'as raison, on continuera de faire la promo de cet événement incroyable avec toute la bande de copains que l'on connaît. Les amis, comment ça va? Bientôt les quarts de finale de la Ligue des Champions. Impatient, Bobo? Ah, très impatient, ouais. Ouais. T'as déjà un bon feeling ou pas? J'ai un bon feeling depuis un moment, donc là pour l'instant je surfe dessus parce que je me projette pas encore concrètement. Mais je suis plutôt pas mal là. Okay. On ne sait pas s'il parle de foot ou d'une relation amoureuse. On va les tabasser. On laissera le... On parle de quoi du coup là? C'est pas drôle du tout, les gars, en revanche. Ok. Non, là, je suis pas du tout content. Allez, en attendant, focus sur la Ligue 1. Avec notre Road J32. On rappelle un petit peu. Tiens, Jo, je te sens pas du tout dans l'émission. On rappelle un petit peu notre Road to J32. Hashtag. Tu veux que je recommence comme la dernière fois? Hashtag Road to J32. Vous voyez, c'est nulle part ailleurs. Road to J32. J32, c'est la journée où il y a les fameux Lille-Marseille. Enfin, des chocs absolument démentiels dans la course à l'Europe et dans la course au maintien. Donc nous, on a décidé que de maintenant jusqu'à la J32, on allait un peu suivre ce suspense qui nous excite déjà, mais qui surtout est assez rare en Ligue 1, parce que généralement c'est pour une place, la 3e place ou la 4e place. Là, ça concerne quand même 6, 7, 8 équipes. Donc, Et puis, ça concerne aussi le Paris Saint-Germain. On ne remet pas en cause, évidemment, le 13e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Mais il y a l'invincibilité du PSG qui est en jeu, parce que cette fameuse 32e journée de Ligue 1, il y a aussi un Strasbourg-Paris Saint-Germain. Et on ne va pas se mentir, potentiellement, Strasbourg, c'est peut-être la seule équipe à l'heure actuelle qui pourrait... Et puis surtout que c'est entre les 2 matchs potentiels de la demi-finale. Voilà, donc, de Ligue des Champions. Soit face au Real Madrid, soit face à Arsenal, à condition que le PSG se qualifie face à Aston Villa. Coup d'œil justement sur le classement de la Ligue 1 à l'aube de la 28e journée et donc après cette 27e journée de Ligue 1. Qu'est-ce que l'on remarque, messieurs? Marseille n'est plus 2e et il y a un nouveau dans le top 6, Strasbourg, aux dépens de l'Olympique lyonnais. Là, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous dites? C'est très très serré quand même de la 6e à la Ligue des Champions. Marseille, même 4 points seulement entre Monaco 2e et Strasbourg 6e. Jo, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis qu'on avait oublié de parler de Strasbourg, bêtement. Parce qu'on n'est pas forcément extrêmement intelligent, mais en tout cas, on se concentre sur le foot et on n'avait pas parlé de Strasbourg. On avait potentiellement compté Lens. On avait quand même dit, alors oui, on parle du début d'année, mais il n'y a pas si longtemps, on avait quand même dit que ça allait être l'équipe vraiment pour la gratter qu'elle allait embêter. On a dit que c'était le poil à gratter de cette fin de saison, et finalement, ça pourrait être un peu plus que le poil à gratter de cette fin de saison. L'équipe même frisson, tu vois, au-delà du poil à gratter. Moi, ça fait un moment qu'ils me font bien kiffer. Je pense qu'on en avait parlé plusieurs fois ici, avec des joueurs qui se révèlent quand même match après match, et un vrai collectif au-delà des individualités. Où on a quand même pas mal de prospects à fort potentiel. Toi, je sais que t'as un œil aiguisé sur ces questions-là de jeunes qui montent là. C'est qui je me permets de poser une question à Jo parce que bonsoir. Je connais l'antériorité professionnelle du monsieur. C'est qui dans les jeunes Strasbourgeois celui qui te hype le plus? Il y en a pas mal quand même parce que c'est déjà celui en fait, 22 ans de moyenne d'âge. En fait, alors déjà il faut juste il faut expliquer ce qui se passe pour ceux qui ne savent pas. C'est que c'est le laboratoire de Chelsea. Ça appartient à Bluco qui a considérablement augmenté le budget
cette saison, quasiment doublé. Ils sont passés de 65 millions à quasiment 105 millions d'euros pour le budget de la saison. Ils ont recruté, je te laisse le dire, Non, vas-y. pour 110 millions d'euros sur 2 ans. Donc c'est plus une équipe, c'est plus le Strasbourg d'avant. Donc c'est pas un conte de fées, c'est un travail qui a été effectué. Et il faut vraiment que les gens comprennent ça. C'est pas le Brest de l'année dernière, tu vois. S'ils sont en Ligue des Champions, ce qui est possible, je pense pas que ça va se passer, mais c'est pas impossible. Ce sera parce que c'est un travail spécifique qui a été fait. Pour répondre à ta question. Mais aussi rapidement, quand même, bien sûr, d'un point de vue financier, je te rejoins, ils ont le budget pour pouvoir se qualifier en Europe et en Ligue des Champions. Mais si rapidement, quand on voit qu'un Lyon galère toujours autant à grappiller une place comme celle-ci, c'est quand même assez costaud, quoi. Ils travaillent mieux que les autres. Et c'est toujours pareil. Quand tu as un club qui travaille bien, ça se voit instantanément. Si Lens était en 2e division, arrive en 3 ans en Ligue des Champions, c'est parce qu'ils travaillent bien. Si Brest arrive à monter jusqu'en Ligue des Champions, c'est parce qu'ils travaillent bien. Les autres travaillent moins bien. C'est le cas de Lyon, on peut en citer plein des clubs. Après, c'est simple. Tu vas au début de la saison, tu regardes le classement des budgets, tu regardes les équipes qui ont surperformé par rapport au classement des budgets, ce sont celles qui sont au-dessus de leur budget, tu te dis, bah voilà, ils ont bien travaillé. Et généralement, tu te rends compte en te renseignant que il y a une osmose entre le directeur sportif et l'entraîneur, il y a un recrutement qui est fait différemment, plus intelligemment, ou des choses comme ça, quoi. Pour répondre à ta question, Emego. Ouais. Emega. Ok. Mais j'aime énormément Sahar, j'aime les 2 défenseurs centraux. Comment il s'appelle le deuxième? On en a parlé aujourd'hui, d'ailleurs. Donc Mamadou Sarr et l'autre défenseur, il y a Guéladoui qui joue aussi dans l'axe. Non, c'est pas celui que j'aime. Bakar Silla? Non. Oui, voilà, exactement. Mais il est parti à Chelsea déjà, je crois. Non, Bakar Silla, non, il n'a pas. Il y en a un des deux qui part à Chelsea. Sûr et certain. Genre, c'est arrangé. Je pense déjà. que c'est Silla. Sarr, Ouais. c'est lui qui vient de Lyon. C'est celui qui vient de Lyon. Donc non, c'est Voilà. Silla. Donc il y en a un des deux, c'est déjà arrangé. Il fait le passage comme Red Bull Salzbourg avec Leipzig. Et j'ai le sentiment que déjà, l'an dernier, il devait partir, qu'ils avaient réussi à le garder une année de plus. Voilà, ils avaient moyenné de pouvoir le. Mais je pense que c'est garder la même chose. Ouais. Et c'est vrai que le projet il est intéressant. Après, moi, je me demandais dans quelle mesure aussi, tu vois, ils vont réussir à garder les joueurs et qu'ils repartent pas à Chelsea. Tu vois, je pense à Petrovic, par exemple, ou que je vois mal. Je vois mal Chelsea ne pas récupérer Petrovic qui est prêté, il me semble que cette année seulement pour une année. Comme André Santos qui est resté un an de plus. Exactement. Lui, il était prêté 2 ans, mais c'est ça qu'en fait, tu parlais de club tremplin. Boris, est-ce que c'est pas un petit peu particulier justement là, je me place en tant que supporter strasbourgeois. On sait que c'est quand même une ville très marquée, il y a une vraie entité, les supporters vraiment ont ce besoin de s'identifier. Une vraie ville de football. Ah oui, carrément. Arrive à la Méno, même en CFA, quand ils sont redescendus pour des raisons financières, c'est vrai que ça a toujours, même Air Thierry Loret, où ça jouait quand même pas de ouf, le stade a toujours été plein, il y a toujours une belle ambiance, etc. Et c'est vrai que cette année, pour connaître certains supporters du Racing, ils sont aux anges, mais en même temps, ils se demandent aussi c'est quoi l'année prochaine, c'est quoi le projet pour l'année prochaine. Ils ont un peu peur de perdre toutes ces pépites-là, de se faire un peu dépouiller, parce que même si financièrement, tu as un peu plus de moyens et que ça va peut-être leur permettre de garder certains des joueurs, on sait que justement le modèle économique dans lequel ils se trouvent et l'organisation qu'ils ont avec Chelsea peut aussi enrayer des dynamiques. La construction du club est différente. La construction de l'effectif est aussi différente, mais ça te permet aussi d'avoir accès à des joueurs que tu ne pourrais jamais avoir. C'est vrai. Par exemple, Petrovic, le gardien. Quelle nationalité? Il est serbe. Voilà, ça c'est pour toi. Tu as des joueurs comme André Santos, qui une partie de son salaire n'est pas payée par le club. Valentin Barco, c'est pareil. Je ne suis pas certain que le club paye l'intégralité de son salaire. Selon l'équipe, en tout cas, si. Strasbourg paye l'intégralité de son salaire, tout comme André Santos. J'ai été étonné. Le seul qui voit son salaire payé à 50-50 par Strasbourg et Chelsea, c'est le gardien, c'est Petrovic. Mais tu vois, c'est des joueurs qui n'auraient jamais pu aller à Strasbourg, même en prêt, il y a 2-3 ans. Ouais, parce qu'on parle de vrais salaires pour des... En fait, c'est une stratégie qui est intelligente pour développer les autres joueurs autour de ces joueurs-là. Quand tu vois l'évolution de Dylan Bakwa, par exemple, je trouve que c'est assez Moreira, fou. Il y en a plein. Diego Moreira Junior, incroyable. Tu vois, à gauche, moi j'ai découvert des joueurs cette année qui m'ont fait vraiment kiffer. Et je regarde quasiment tous les matchs de Strasbourg, je pense depuis 3-4 mois, parce que je prends énormément de plaisir à les voir jouer. Alors il y a des matchs où ils passent à travers.
Mais il se passe un truc avec cette équipe en termes de... plus à travers, en tout cas. Non, mais ça pouvait arriver. Non, t'as des matchs un peu moyens parfois, tu vois. Quand je dis passer à travers, c'est pas qu'ils prennent pas des tôles, mais t'as pas forcément toujours le même niveau de jeu à tous les matchs. Mais là, je trouve que depuis janvier, on a quand même quelque chose d'assez régulier avec des matchs. Je pense au dernier match contre Lyon, par exemple, où j'ai vraiment passé une bête de soirée. J'ai trouvé que c'était un super match. Ouais, et puis tu peux excuser à une équipe jeune de passer à côté d'un match. Ça fait partie du principe des équipes jeunes. Et voilà, quand tu sais ça et que tu assimiles ça, tu te dis, bon, je vais prendre du plaisir sur les matchs où ils vont être fantastiques, comme les grands matchs, comme ce match de Lyon, où ils ont fait un match fantastique, et tu as des joueurs qui sont déjà prêts pour le haut niveau. Et Méga, l'an prochain, il a quand même le profil pour jouer en Première Ligue, Méga. Et ils ont beaucoup de joueurs qui ont le profil pour jouer en Première Ligue. Et ça aussi, c'est une question intelligente, parce que en termes de moyens financiers, les clubs de Ligue 1, comme Rennes, beaucoup, ils ont fait à une époque, ils achetaient des défenseurs centraux très puissants qui partaient généralement en Première Ligue, tu vois. Et ça a souvent été le cas. Et là, je trouve que la logique est encore une fois bien organisée, quoi. Donc toi, tu as dit que c'était Méga, celui qui te plaisait. Toi, quel est celui qui te plaît le plus, qui te surprend le plus? C'est dur. Moi, il y en a un que vous n'avez pas cité, c'est Nanassi, quand même. J'allais dire, pour moi, mes deux préfs, c'est Nanassi et Diego Moreira Junior. Moi, j'avoue que j'ai une petite passion pour ce joueur. Mais c'est même difficile d'en sortir qu'un, je t'avoue. Petrovic, il y a un truc aussi où tu disais prêt pour la Première Ligue. Il est déjà prêt il a 25 ans, il est prêt pour la Première Ligue. Il a démontré cette année avec Strasbourg. Je me suis dit, ça, c'est un gardien de Première Ligue qui performe. Quand tu vois les matchs où Strasbourg, je crois qu'ils ont quand même pas mal de clean sheet, si je me trompe pas. Et donc là, j'ai plus ça de tête, mais je pense que tu as quand même pas mal de matchs où ça gagne 1-0, où Petrovic fait des matchs incroyables, et en début de saison, il leur a permis aussi de lancer ces dynamiques-là, tu vois. C'est vrai. J'en profite d'ailleurs pour embrasser tous mes amis strasbourgeois, Yaniv, David, Julien, Thierry, qui sont des vrais Strasbourgeois pur sang. Du coup, moi, j'embrasse Aubin. Il les avait notés. Mon collègue qui est de Strasbourg et qui est fan du Racing, donc on a beaucoup d'échanges autour du Racing. Et c'est vrai que c'est un vrai kiff de les voir jouer. Et puis en plus, tu les vois quelle place à la fin de la saison? Tiens, est-ce que tu peux nous mettre le classement, s'il te plaît, Mani, actuel de la Ligue 1? Donc on a vu, pas premier. Dans le top 3, ça me semble quand même un petit peu compliqué. Je les vois en Europe. Je les vois dans le top 6, sûr. Top 7, parce que Paris risque de gagner la Coupe. Ouais. Donc en tout cas, c'est sûr que je les vois en Europe l'année prochaine. On rappelle que si Paris gagne la Coupe, la 7e place est qualificative pour la Coupe d'Europe. Allez, j'ai envie de me mouiller. Je vais les mettre... Il va dire 4. Ouais, je vais les dire 4e. Je vais dire 4e devant Lyon, devant Lille et devant Marseille. Ok. Voilà. Vous les voyez où, vous, Alain? Moi, je les vois en Europa League. Donc je les vois pas. Soit ils sont 6e, ils grattent la place via la Coupe de France, mais sinon je les vois bien 5e, moi, au pied des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Ok. Et toi? Moi, c'est moi qui ai posé la question, je n'ai pas besoin de répondre. Ah bon, ok, d'accord. Franchement, je sais pas. En tout cas, je leur souhaite, moi. Tout s'inverse quasiment chaque journée, donc il faut voir l'équipe qui sera la plus forte mentalement. Je pense que on va en parler après, mais je pense que Marseille en a fini de perdre des points. Alors, avant de basculer sur Marseille, est-ce qu'on peut avoir le calendrier, pas le classement maintenant, mais le calendrier du Racing Club de Strasbourg? Mani, on disait... beaucoup, là. Non, et alors, justement, on disait que c'était l'équipe frisson, mais aussi l'équipe poil à gratter vraiment de cette fin de saison. Strasbourg qui va recevoir Nice, qui est actuellement 4e et qui bataille pour l'Europe, qui va se déplacer à Monaco, qui joue une place en Europe, mais surtout une place de dauphin, et qui va recevoir pour la 32e journée de Ligue 1 le Paris Saint-Germain. On rappelle encore qu'il y a 34 journées. Il y a 34 journées, mais voilà, nous on a voulu un petit peu se baser sur la 32e et donc là, il ne joue que des équipes qui sont concernées par quelque chose, et c'est extrêmement rare. C'est d'ailleurs la seule équipe dans ce cas-là. C'est-à-dire que Reims joue son maintien, Saint-Etienne joue son maintien, Monaco la Ligue des Champions, Nice pareil, et le PSG ça va être pour l'invincibilité. Et donc là, vous voyez, donc moi je vais juste me baser sur Nice, Monaco et le Paris Saint-Germain, les rencontres a priori plus compliquées pour Strasbourg. Vous les voyez faire quoi, Boris, face à Nice, Monaco et le PSG? Je pense qu'ils battent Nice, qu'ils font nul à Monaco et qu'ils perdent contre Paris. Ok. Moi, je pense qu'ils battent Nice, ils perdent à Monaco et
et ils font nul contre Paris. Paris, un nul, ça suffit. Les deux sont contents, je pense. S'ils sont aussi hauts qu'on pense qu'ils peuvent être à la 32e journée, un point de plus, c'est mieux que 0, je pense, pour eux. Et je pense que les équipes qui jouent le Paris Saint-Germain cette saison, à ce moment-là, se disent ça aussi. En fait, le truc, c'est qu'avec avec Paris, j'ai du mal à les imaginer même laisser des points jusqu'à la fin de la saison, même en Ligue 1, tu vois. Entre deux matchs de Ligue des Champions. Non, mais évidemment que c'est possible, mais tu vois, là, à part entre deux matchs de Ligue des Champions, tu vois, si on regarde le scénario de la Coupe de France, j'ai l'impression que, tu vois, ils peuvent prendre des buts en Ligue 1, ils ne seront pas emmerdés, tu vois, et ils remonteront les scores et ils gagneront quasiment la plupart des matchs, quoi. Après, donc, je les vois pas gagner. Forcément un match où il va se passer quelque chose qui ne sera pas prévu. Tu peux avoir un rouge au bout de 5 minutes. Tu peux avoir un truc qui fait que... Ouais, puis... c'est trop compliqué de garder une telle motivation. Là, la motivation de rester invaincu toute la saison. Mais au-delà de ça, depuis le match du Bayern, depuis novembre. Je vous invite à regarder depuis novembre la série de matchs du Paris Saint-Germain. Une seule défaite, toute compétition confondue. C'est hallucinant. C'est du football manager triche, quoi. Ouais, genre, c'est vraiment. C'est du football manager triche. Il y a 90% de victoires. Et on parle de 20 matchs ou 25 matchs. Hein. C'est hallucinant. Hallucinant. Parlons-en du coup de l'Olympique de Marseille. On ne parlait pas de Marseille. Hein. Non mais juste avant que je coupe, un petit coup d'œil sur le classement, s'il te plaît. Magny, donc à l'aube de la 28e journée de Ligue 1, Marseille qui a étonnamment perdu contre Reims. Là-bas, 3-1, une équipe qui n'avait pu gagner depuis le mois de novembre dernier, quand même, rendez-vous compte, et qui n'avait pu marquer depuis 7 rencontres. Là, Marseille prend 3 buts d'un coup d'un seul. Donc Marseille n'est plus deuxième aux dépens de l'AS Monaco. Boris, très simplement, est-ce que toi tu es inquiet pour cet Olympique de Marseille? On rappelle quand même 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Inquiet pour le classement, oui. Parce que d'un point de vue comptable, ça va commencer à peser. Après, en termes de dynamique, j'ai du mal à croire que ça va continuer comme ça, parce que quand tu regardes le match de Reims, ils le jouent 10 fois, ils le perdent une fois, quoi. J'ai un peu ce sentiment-là. Ah ouais. Ouais. Le perdre, hein, je dis pas forcément de gagner, mais j'ai trouvé que c'était un peu sévère pour eux. En tout cas, surtout à un moment, ils sont à 0, ils sont à 0-3. Oui, voilà, ils sont à 3-0, ils reviennent. T'as le but de Rongier après. J'avais pas trouvé Reims non plus, tu vois, alors à avoir mis Marseille en difficulté dans le jeu pendant le match, quoi. Donc un tir cadré, un but. Tu vois, c'est un peu ça. Donc parfois c'est des trucs il suffit qu'ils regagnent un match pour que ça s'inverse. Donc je pense pas que ça va durer non plus une éternité. Donc je suis inquiet parce que si ils continuent à avoir quelques petites contre-performances comme ça, ils peuvent dégringoler au classement, et ça serait dommage au vu de la saison qu'ils ont fait jusque-là, parce que ça restait une très très belle équipe. Alors justement, Magny, le calendrier de l'Olympique de Marseille que l'on vient de voir, s'il te plaît. Donc on disait là, la prochaine journée, dimanche soir, c'est Marseille-Toulouse. Vous voyez un petit peu après ce qui suit. Déplacement à Monaco, réception de Montpellier, réception de Brest et déplacement à Lille pour la 32e journée de Ligue 1. Honnêtement, à part face à Montpellier, est-ce que vous voyez une autre victoire assurée ou facile pour l'Olympique de Marseille? Marseille-Toulouse, tranquille. Tranquille. Mais ils vont arrêter de perdre. Moi, je crois vraiment qu'au bout d'un moment... Marseille était dauphin depuis le mois de novembre. C'était autant les matchs de Paris qu'on a vus en Ligue des Champions, que Paris a perdu au début de la saison contre l'Atlético ou le PSV, c'était une ultra-domination, mais il y avait des occasions dans tous les sens. Là, j'ai trouvé le match de Marseille catastrophique. Il n'y a pas d'occasion. Ils ont le ballon, ils ont la possession, il n'y a aucune différence qui est faite, et quand il y a une contre-attaque ou une attaque rapide de Reims, personne n'intervient. Enfin, c'est dramatique. Ouais, mais en vrai, tu dois jamais le perdre, ce match-là. Même si tu n'as pas beaucoup d'occasions. La performance, elle n'est pas bonne. Genre, tu peux perdre des matchs en étant bon. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. C'est ce qui arrivait au Paris Saint-Germain en début de saison en Ligue des Champions. Là, ça fait quand même 4 défaites en 5 matchs. Donc, il faut arrêter de me dire c'est l'arbitrage. Il faut arrêter de me dire c'est l'arbitrage. Il faut arrêter de me dire c'est... Non, il y a mais qu'est-ce qui cloche alors? Deserbi, il fait n'importe quoi, déjà. Il fait jouer 6 joueurs de l'équipe pas à leur poste. Je veux bien que tu fasses sur 1 joueur, 2 joueurs, à la limite 3 joueurs. Mais il faut que ça marche, parce que si ça marche pas et que tu changes des trucs qui ont fonctionné au début de la saison pour mettre des trucs qui marchent moins, c'est un problème. Parce que
Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils soient pragmatiques et qu'ils remettent, surtout défensivement, les joueurs à leur place. Parce que là, défensivement, c'est vraiment... Mais c'est dramatique. Après, là, tu perds Balerdi pendant le match, t'es pas censé... Mais Balerdi, il est catastrophique depuis le début de la saison. Mais c'est le capitaine et c'est le défenseur central titulaire. Donc c'est pas mon problème. Le problème, c'est les résultats. Si jamais... En plus, il est blessé quasiment jusqu'à la fin de la saison, je crois, c'est ça ? Là, ils disent plusieurs semaines. Donc, voilà. bon, Bref, ça sent... Un mal pour un bien pour certains supporters. Tu passes... je sais pas, tu joues en 4-3-3. Tu as la chance d'avoir beaucoup de joueurs performants au milieu de terrain. Tu prends ton meilleur joueur, qui est Rabiot, tu le mets à son poste déjà. C'est la première case que tu coches, tu vois. Ensuite, je sais pas, si c'est Greenwood, Greenwood, tu le mets à sa place, tu le mets pas en soutien d'attaquant. J'ai l'impression que Greenwood, il est pas trop en odeur de sainteté en ce moment. C'est pour ça que j'allais y venir après. Mais en tout cas, tu essaies de faire quelque chose défensivement costaud. Tu mets Merlin latéral gauche, tu mets Lirola latéral droit ou Murillo latéral droit, tu les mets pas dans l'axe, tu mets Cornelius à son poste dans l'axe. Et peut-être que s'il te manque un joueur à ce poste-là, tu mets un qui n'est pas un défenseur central. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a parlé de Strasbourg il y a quelques minutes. Strasbourg fait un petit peu ça. Regarde, Luis Enrique est un ailier, il joue piston, ça fonctionne, c'est sur courant alternatif. Diego Moreira, qui est un ailier de base, il est piston et il fait partie des meilleurs passeurs. Mais si ça marche pas, il faut... Guiladoué, qui est un latéral, il joue défenseur central, ça fonctionne très bien. Valentin Barco, qui est un latéral, il joue milieu de terrain, ça fonctionne très bien. C'est ça qui est un peu étonnant sur le... Mais il n'y a pas que des arbitres qui est fautif. Moi, je trouve juste qu'à un moment donné, si ça marche plus, il faut être pragmatique. Et pour tous les entraîneurs du monde, quelles que soient les raisons ou les changements à faire, tu prends, je sais pas, tu remets, tu as Jonathan Rowe, tu le mets à gauche, il a été très performant au début de la saison, après on l'a plus vu. Tu as des solutions dans l'effectif, tu as un effectif quand même qualitatif, mais vraiment qualitatif. Oui. Donc tu n'as pas de neuf, ok, tu mets Gouiri en neuf qui n'est pas un vrai neuf pour jouer seul en pointe, mais c'est pas grave. Paris, ils ont Dembélé qui est pas un vrai neuf. Si le reste de l'équipe, il y a une cohésion, il se passe quelque chose. J'ai vu des trucs passer. Romain Molina qui dit qu'ils ont 2 mois de repos depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui a le plus de jours de repos depuis le début de la saison. Ok, peut-être. Mais tu as aussi, à un moment donné... non plus là, apparemment. Non, mais tu as aussi, à un moment donné, une attente par rapport à un niveau minimal de certains joueurs. C'est-à-dire que Rabiot, qui fait une leçon à tout le monde à la fin du match, Rabiot, il n'a pas été bon contre Reims. Après, donc, Greenwood, on ne le voit plus. Højbjerg, à part faire des passes latérales, il fait rien aussi, tu vois. Il faut aussi mettre les joueurs face à leur niveau actuel. Oui, mais il n'y a pas que des arbitres qui est fautif. Rabiot peut prendre la parole en tant que leader, qu'il était bon ou pas. Bien sûr. C'est aussi ça le rôle d'un leader, c'est d'avoir le cran de parler quand on n'a pas été bon. Non, mais il faut quand même dire que en janvier, on l'avait senti venir. On l'a dit. Longoria et Benassia ont fait n'importe quoi. On a dit qu'ils cachaient leur baisse nette de niveau de jeu en se cachant derrière les arbitres et l'arbitrage, et qu'ils se trompaient. On en a parlé. On avait annoncé ce qui allait se passer. Maintenant, bizarrement, personne ne se remet en question, que ce soit le coach, les joueurs, les dirigeants, parce que les dirigeants, ils ne se sont pas remis en question du tout. Et là, tu te retrouves face à un mur, tu te dis, quoi ? Tu vas perdre la Ligue des Champions ? Enfin, la qualification pour la Ligue des Champions ? Si tu perds la qualification pour la Ligue des Champions, mais c'est dramatique pour Marseille. C'est dramatique. C'est dramatique. Tu perds 40 millions d'euros, la moitié de tes joueurs. Enfin, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc, à un moment donné, le seul qui peut changer quelque chose, c'est De Zerbi. Et je pense que ça passera par là. Alors, justement, et là, je me retourne vers toi, Boris, parce que j'ai envie de te poser la question parce que tu côtoies, tu connais très bien les sportifs de haut niveau. Justement, il parle de De Zerbi. Étonnamment, pile quand Marseille est dans une dynamique négative, disons-le franchement, on évoque De Zerbi dans un autre club, un autre grand club européen, au Milan AC. Est-ce que ce soit vrai ou pas, est-ce que les joueurs y pensent, les joueurs lisent ça, les joueurs y croient, est-ce que... Mais il y a toujours des histoires dans tous les clubs, dans tous les ans, au fil des saisons, des joueurs avec les entraîneurs qui... je suis sûr que si tu demandais à des joueurs du PSG au mois d'octobre, est-ce que Luis Enrique il continuerait, il y en a peut-être un tiers qui t'aurait dit si on n'est pas qualifié en Ligue des Champions, il va dégager, encore 2 matchs et il dégage, tu vois. Donc dans tous les clubs ça parle. Pour moi, c'est pas non plus un truc qui grave dans le marbre. C'est comme n'importe qui est au taf, et quand ça se passe pas très bien au taf, tu peux un peu bitcher sur ton collègue ou sur ton boss ou je sais pas quoi. Tu le fais, toi ?
Non, moi je fais pas ça parce que je suis pas ce genre de personne. mais, Bonne réponse. mais toujours est-il qu'il y a une dynamique, il y a une dimension humaine, tu vois, dans tout ça. Et le football et le sport de haut niveau n'y échappe pas. Il y a quand même beaucoup d'ego partout. Moi, ce que tu vois, d'un point de vue communication, et si c'est ça l'angle qu'on a envie de choisir pour parler du sujet, tu vois, tu me disais, est-ce que la communication qu'on fait fuiter, est-ce qu'il va rester, pas rester, c'est un peu ça que tu me demandes. En gros, est-ce que ça déstabilise le groupe? Moi, j'ai envie de dire, ce qui déstabilise aussi un club, c'est quand l'alignement avec la direction, il est assez étrange, parce que l'histoire quand même qu'on a eue sur l'arbitrage, ça a fragilisé quand même l'institution. Tu vois, on a parlé d'une suspension, tu vois, on a le président qui est suspendu, on a tout un climat qui est hyper nauséabond autour du club à ce moment-là, où ça vient déterrer des trucs d'il y a 20 ans, et finalement, ça a un impact quand même sur... je pense que c'est inconscient sur toute la perception qu'on va avoir du club, même par les arbitres, par les supporters, les clubs adverses. Et tu as un truc où tu te tires un peu vers le bas, et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe à Marseille. Au-delà du sportif, il y a un truc où on se tire vers le bas. Et puis même... C'est vrai que je dis, en termes de dynamique, t'es pas bien, faut pas enchaîner trop de mauvais résultats, parce que il n'y a pas un climat tu vois, de vertueux qui te permet de sortir de ça en disant on est plus grand. Tu vois, on est une institution qui est assez solide pour dire ok, on a un petit passage à vide, on a un trou d'air, on va passer à autre chose, etc. On voit que c'est quand même pas encore... c'est un club à part, comme peut-être sûrement le Paris Saint-Germain, mais en tout cas l'Olympique de Marseille en France, c'est un club à part et qui fonctionne pas, fonctionne pas comme les autres, qui peut pas avoir le même traitement que les autres. Et puis les gens au sein même du club, quand ils arrivent là-bas, ils pètent un peu les moi, plombs, je pense que c'est un peu ça qui fait que le club il est à part, c'est que quand on est à l'intérieur, les gens, je sais pas, il y a un truc d'émotion, tu vois, la réaction de Longoria. Moi, c'est pas la vision que j'avais de Pablo Longoria. Je m'étais jamais imaginé que ce genre de personne, tu vois, parce que tu le mets un peu... de sa réaction, de son relooking, parce que... Non, plus de sa réaction, tu vois, mais il dégage quand même un truc de stabilité, de sérénité. Et pour que... Non, je te parle quand il est arrivé au club, il y avait quand même une certaine image. Alors, il peut être sanguin sur certains trucs, mais il dégageait quand même quelque chose de l'ordre de la sérénité que là, on n'a plus du tout, quoi. Après, les pauvres supporters de l'OM, franchement, la vérité, ils passent une saison, ils ont des herbies, des joueurs, ça se passe bien, ils sont deuxièmes, ils titillent un peu le Paris Saint-Germain au début de la saison. Je me souviens, au début de la saison, les gens qui disaient... Mais ça parle de titre. Pourquoi pas jouer le titre, etc. C'est Marseille, ça fait partie du folklore de Marseille. Et c'est magnifique d'être autant... animé. Voilà, tu vois, c'est la passion, quoi. Et je trouve ça magnifique. Et pourtant, je ne suis pas supporter de Marseille, mais il faut respecter, c'est incroyable. C'est peut-être le meilleur club de France, au final, tu vois. Et tu te dis, voilà, putain, les mecs, il y a un truc, il y a un tout petit truc qui se dérègle, et puis ça fait boule de neige, etc. Mais là, les supporters de l'OM, ils en pètent un câble. Vous vous rendez pas compte? Ils en pètent les plombs. Ils se disent, putain, mais on a tout, et tout est en train de se dérégler, et ça devient n'importe quoi. Et là, tu vois sur Twitter, enfin bref, on va pas parler de Longoria, mais voilà. Je pense que tout le monde est fautif, et tout le monde doit se remettre en question, là. Est-ce que, ça paraît fou de poser cette question, parce que l'Olympique de Marseille est 3e, mais est-ce que l'OM est en crise? Non. En fait, oui, mais non. Oui, moi, mais je dirais non. institutionnellement un peu, parce que ton président qui est suspendu, il y a des histoires avec ton directeur sportif, le coach qui est un peu annoncé ailleurs. C'est pas en crise, le mot il est fort, mais il y a quand même un truc qui est déréglé en tout cas et qui fait que les dysfonctionnements ils se voient. En fait, c'est pas ça, c'est que tu sens qu'il y a une vraie pression qui Il y a une vraie s'instaure. tension, ça y est. Tu vois, et tu sens que là, c'est à la limite d'exploser, tu vois. Et il faut vite. Là, c'est pour ça que ce match contre Toulouse, il arrive vraiment bien, parce que Toulouse, ils sont quand même très faibles. Ils sont en vacances. Ouais, mais ils ont réussi aussi à embêter certaines équipes. C'est pour ça que... Ouais, enfin bon, ils n'ont pas trop embêté le Stade Brestois ce week-end. Ok, d'accord. Mais je vois, oui. Après, moi, je pense qu'ils gagnent contre Toulouse, ils vont faire nul contre Monaco. Et après, voilà. Est-ce qu'on s'était pas dit la même chose avant le match de Reims? Ils battent Reims, ils font nul contre Monaco. Alors, raison de plus. S'ils ont encore perdu, raison de plus pour que... Ouais, et puis après, il y aura un truc à Monaco qui a toujours, je trouve, quand Marseille se déplace là-bas, c'est qu'ils vont arriver à 10 000. Ouais. Et que tu joues à domicile quand même ce match-là, et que Marseille, il faudra regarder les stats des dernières saisons, mais ça s'impose quand même souvent à Monaco, donc je pense qu'ils l'ont quand même aussi un peu en tête. J'ai une stat, Marseille n'a toujours pas fait de nul à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, messieurs. Donc, ça devrait arriver très vite. C'est vrai, 0 nul à l'extérieur, ouais. Donc c'est pour Monaco-Marseille quand il y a très peu de 0 dans les classements domicile et extérieur. Qui vont faire 0-0. 0-0. Ouais. La seule équipe qui a 2-0 dans son classement, c'est le Paris Saint-Germain qui est invaincu. Après, je sais que
toute façon, j'ai tout noté, je vais vous dire. Si ça vous intéresse, notamment ceux qui font des paris sportifs. Vous pouvez acheter le carnet de notes de Jo Bellin. Montpellier 0 nul à l'extérieur. Que des défaites ou pas? Saint-Etienne. Est-ce qu'ils ont une victoire à l'extérieur? Officiellement, 0 victoire à l'extérieur. Ah bah oui, parce qu'il y a Montpellier et Saint-Etienne. Mais ils étaient à 0 de toute façon, quoi qu'il arrive, avant ce match. C'est très rare, tu vois. En Angleterre, tu as Liverpool qui a 0 défaite à l'extérieur. Tu as Venise en Serie A qui a 0 victoire à l'extérieur. Et en Liga, Barcelone 0 nul à domicile. Enfin, il y a des trucs comme ça que j'aime bien garder pour des surprises potentielles, quoi. Voilà. Pour rester sur la Ligue 1, l'Olympique de Marseille clôturer un petit peu cette page phocéenne. Est-ce que dans ce sprint final, c'est le club qui a le plus à perdre? Bah oui, avec tout ce qu'on a dit là, en termes d'investissement, d'attente, Très belle question. de se qualifier pour la Ligue des Champions, je pense que c'est vraiment de loin le club qui a le plus à perdre. Oui, avec Monaco, oui, mais plus Marseille. Okay. Bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir, s'il te plaît, le calendrier de la 28e journée de Ligue 1, mon cher Mani Pezec, car il y a aussi un très très gros match ce week-end qui est attendu. Vous le voyez, c'est samedi soir. Il faut bien plisser les cieux. Tu peux pas le zoomer un peu, là ? Il faut plisser les cieux. Plisser les cieux, ouais, plissons les cieux. Ah voilà, Plier les cieux ou plisser les yeux? Jules Plisson. Entre Lyon et le Lille Olympique Sporting Club, le 5e qui se déplace. Attention Nice, parce que Nantes, ils sont en danger et ça va jouer l'homme, ce match-là. Ouais, c'est pas celui qui... Non, mais c'est un match, genre vraiment, tu sais, les Franck Hez, Camboiré, ça joue l'homme, quoi. Tu vois, c'est un truc qui peut être assez... je suis moins d'accord sur Francaise, quand même. Moins qu'avant, c'est vrai. Donc le 5e qui se déplace chez le 7e assoiffé d'Europe. Comment est-ce que vous l'imaginez un petit peu cette rencontre? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté genre malheur au vaincu entre Lyon et Lille? J'adore ce genre d'expression. Il y a quelqu'un que je connais à qui je n'envoie que des expressions comme ça. Le match à 6 points. Des poncifs. Malheur au vaincu, tu vois. Vraiment. Bonheur au vainqueur ou pas? Ouais, mais là par exemple, il n'y a pas de match comme ça, mais il n'y a pas un Auxerre contre... Il n'y a pas un match pour la relégation. Non, Montpellier-Le Havre, malheur au vaincu. Énorme, tu vois. Ouais, après, sincèrement, Montpellier, je ne sais pas à quel moment ils ont 15 points. Ils n'ont plus beaucoup de bonheur dans leur vie, je pense. Ah ouais, là, c'est... Là, Montpellier... Lyon-Lille, comment on voit le match? Il y a quand même un malheur de se dire qu'on va perdre TJ Savani en Ligue 1. Mais tu penses qu'il ne va pas changer de club? Je pense qu'il va grave rester à Montpellier. Alors, vraie question. Si Montpellier descend... S'il est en Ligue 1 ou en Ligue 2, pour lui, c'est pareil. Ah ouais? Il aura la même vie. Ah ouais. Il s'en fout de l'argent. Il part en vacances à Palavas. Il s'en fout de l'argent, il n'est pas là pour l'argent, il est là pour jouer pour son club. Pour le kiff. Voilà. C'est comme si je vois... Ce serait magnifique pour la Ligue 2, mais tellement dommage. Ouais, après, moi, je respecte tellement TJ Savani aussi pour son amour pour le Montpellier Hérault. C'est pas mal, quoi. Enfin, non, mais est-ce que c'est vrai qu'il a... C'est dommage, mais... Je sais pas. À un moment, il avait des offres, tu sais, genre d'étrangers, quand il a été très, très bon, excellent en Ligue 1. Voilà. J'ai l'impression que c'est le genre de joueur à refuser ça. Pour avoir vu des sujets sur lui où il t'explique, je disais ça en rigolant, Palavas, mais je crois que c'est vraiment, il va en vacances à Palavas, un peu en mode camping, tous les ans, depuis des années, en famille. Et c'est sa life, en fait. Et je trouve ça assez respectable dans l'absolu, tu vois, de se dire qu'il y a des gens pour qui ça suffit d'être à l'endroit où ils pensent que c'est là où ils devraient être. Magnifique. Je trouve ça trop beau, moi. Donc... Écoute, c'est triste pour la Ligue 1, mais s'il est heureux, tu vois, dans son club et qu'il est dans la Ligue 2, c'est cool aussi. Montpellier est rétrogradé en National 2, par exemple. Il y sera encore. Il y serait. Ouais, je vois, dans l'esprit. Il s'en fout de jouer. L'argent. Il aura un poste au club, tu vois, à la fin de sa carrière. Mais c'est pas primordial pour lui. Et je trouve ça très bon. C'est très honorable. Maintenant, il a un peu cette réflexion, je pense. On parle un peu trop pour lui. Ouais, parce qu'on le connaît pas. Moi, je dis ça de ma fenêtre, parce que après, j'adore juste le fait que ça soit, il ait vraiment ce club-là dans la peau. Il l'a dit ça à de nombreuses reprises, et je trouve ça quand même pas mal finalement qu'il soit toujours là-bas. Et là-bas, c'est quelqu'un. Tu vois, je pense que c'est aussi ce truc de, tu sais, c'est comme quand tu es dans ton club depuis que tu es petit et puis que tu grandis et que tu deviens dirigeant et je sais pas quoi. Il y a un truc, c'est quelqu'un, ça fait partie. C'est un joueur d'un autre temps. Ouais. Il a eu une carrière exceptionnelle parce que autant de matchs en Ligue 1, autant de coups francs, autant de passes décisives, autant de talent. Autant de talent, c'est exceptionnel. On rappelle souvent que c'est des choses, déjà, jouer en Ligue 1, c'est exceptionnel. Alors, jouer en Ligue 1, souvent. À ce niveau-là, pendant aussi longtemps, c'est aussi... Et d'être le joueur qui tient son équipe et qui la maintient à ce niveau-là, année après année. Donc là,
Là, c'est compliqué de. Bon, là, c'est dur, là. Ouais, c'est compliqué, là, mais. C'est le Toto Di Natale de Montpellier un peu. Joker. Ok. Pour revenir sur. Mais très beau maillot, Boris. Merci. Ouais, le maillot de la Lazio, Roma, pas mal. Ouais. Ah, c'est la Rome. Je confonds Toi, les deux à chaque t'as fois. vraiment un problème avec les clubs italiens, à part l'Inter, quoi. Tu fais du sectarisme. Je trouve ça un peu dommage. C'est dingue, hein, tu vois. J'entrouvre la porte et lui Ça ils font. plonge, hein. Ah, mais il y a des clubs que j'aime pas. Faut pas en- moins de maillots de la Lazio que de maillots de la Roma, par exemple. Ok, pour les Même si couleurs, je- vraisemblablement. Voilà. Pour retrouver notre bonne chère Ligue 1. Donc, Lyon, oui. Ouais, Ça, Lyon-Lille. Est-ce que Lyon va penser à Manchester United la semaine prochaine? Ouais. Est-ce que tu vois, peux nous mettre, est-ce s'il que- te plaît, Mani, C'est le Lille. calendrier de Lyon? Pas Liga. Non, c'est Lyon-Lille, ouais. C'est pas Lille-Lyon. C'est Lyon-Lille. Oui, c'est Lyon-Lille. tout à Après, je fait. trouve que Lille est un peu emprunté quand même. Bah ouais, moi c'est ce que j'allais dire, c'est que le match à Strasbourg est pas dégueu des Lyonnais, loin de là. Et Le gros match du gardien strasbourgeois. Hein, qui est ouais, à bah 0-0, Petrovic, et moi, enfin, après. Lyon, ils vont laisser tellement d'énergie quand même là sur cette fin de saison. Regarde ça. Mais c'est vrai que Lille n'est pas dans la meilleure forme de sa vie aussi, donc faudra voir ce que ça donnera. Lyon, en tout cas. L'équipe de Lyon, largement je sa trouve, chance a sur le plus match. de talent que Oui. l'équipe de Lille, même si Lille a une équipe en devenir exceptionnelle. Quand tu sais que tu vas perdre Jonathan David, que tu vas Zegrova, on peut avoir Il a Zegrova. repris l'entraînement, il s'est entraîné Ouais, avec le j'ai président vu des Olivier vidéos, Létard. Moi, des vidéos ça à me- l'entraînement, ça mais me- c'est incompréhensible cette Non, mais histoire. il me manque en fait. C'est tu vois. frustrant, ouais. Je suis d'accord. C'était l'année dernière un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Et Joueur frisson. Bah, même en début de saison. Hein. Ah ouais, bah, Non, on la l'a Ligue des pas. Champions. Et les- moi, ça me manque. Alors, Regardez il Lille était sans pressenti Zegrova. pour être dans le groupe pour le derby. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il le sera face à Lyon. Mais toi qui es Ah, tu amateur penses, de Lille, pour ne pas dire plus. Non, t'es même pas supporter, non, tu les aimes bien. J'aime beaucoup Lille. Ouais. Ok. La ville. Sans Zegrova, t'es content de regarder Lille? Est-ce que t'as des trucs qui te font un peu frissonner parce que Arasson, Parakou. oui, mais c'est pas frisson pur, tu vois. ce que Non, je veux bah dire. non. Pardo, c'est pas frisson. c'est pareil. Non, tu vois, c'est pas frisson. des- C'est pas frisson. Je suis d'accord. c'est Je pas trouve frisson. ça un peu trop, Fade. comment on dit, je- scolaire, tu vois. Un peu trop carré, scolaire. Et c'est Ouais, dommage, hein, parce ouais. qu'ils ont des. Après, Boadis exceptionnel. Même, on a déjà parlé, comment il s'appelle, Macao Non, Mouko. Mukau. Mukau, je sais pas comment on prend. Je le trouvais impressionnant, physiquement et techniquement. Mais donc ouais, toi pareil, tu trouves que Lille est peut-être le moins armé pour cette rencontre face à Lyon? Bah, au moment T, oui. C'est-à-dire qu'en début de saison, tu mettais quelques mecs qui étaient un peu plus en forme et puis les blessés de longue date. Donc, tu vois, même si Zegrova venait à jouer le match, enfin, il n'a pas joué depuis 3 mois. Je Tu vois, même, Non, mais en fait, c'est pas lui qui sera game changer sur cette rencontre. Ah bon? Après, il va là. S'il rentre. Ils ont vraiment besoin. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de lui parce que ça devient fade depuis quand même quelques semaines. C'est pas une mauvaise dynamique, mais c'est quand même. Après, attention, c'est un Lyon, ils peuvent passer à côté des matchs. Oui, Dernier mais match. c'est un peu à l'image de leur tifo à l'envers, tu vois. T'as l'impression qu'ils ont un peu la tête à l'envers sur certains matchs. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire de tifo C'est contre incroyable. Lens là, mais il y a je crois que c'était symptomatique un petit peu de ce qui leur arrive en ce moment. T'as l'impression qu'ils ont tous les éléments pour faire mieux, mais que c'est pas que ça se tasse un peu, quoi. Dernier match d'Edon Zegrova, il fait la première mi-temps contre Marseille, 14 décembre 2024. Ouais, c'est long, hein. Ouais, ça me manque. 4 mois. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il manque un petit Mais peu. je Edon disais, oui, Zegrova. Lyon est capable de passer à côté de son match. C'est leur arrive souvent. La cette tête saison. à Manchester. Non, juste parce que c'est Lyon. Il y a des moments, ils sont pas bons dans certains matchs. C'est criant quand même. Alors que tu as des équipes qui ont un niveau, Nice, par exemple, a un niveau bas très constant. C'est-à-dire qu'ils sont pas. Lyon, c'est vraiment irrégulier, tu vois. Nice, tu sais qu'ils vont être à un minimum bons, tu vois, quoi qu'il arrive. Et ils vont gagner des 1-0 à la Niçoise, maintenant on dit. Est-ce que maintenant on va regarder le classement de la Ligue 1 à l'aube de la 28e journée de Ligue 1, du championnat tout simplement. Où est-ce que vous voyez Lille et Lyon en cette fin de saison? On rappelle Lyon qui est 7e. Bon, vas-y, Ça, c'est le toi. calendrier, le classement, s'il te plaît, mon cher Mani. Lyon est 7e à l'heure actuelle. Lille est Attends, on va 5e. faire un truc. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous inventer? ChatGPT, donne-moi s'il te plaît le classement le plus probable des 6 premiers du championnat de Ligue 1 2024-2025. Merci. Ouais, Au revoir, il va me dire. faut bien sûr être très poli avec ChatGPT. Il va me dire. Alors,
ChatGPT me dit premier, le Paris Saint-Germain. Avec une défaite ou pas? Il se précise pas. Non. Bah, il comprend rien. Ah d'accord, ok. Ah si. Ok, il me dit... Là, ils sont combien Strasbourg, là? 6e. Ok, il me donne le même classement que là. Ah ouais, inchangé. Donc premier Paris, 2e Monaco, 3e... Ben en fait, est-ce que ChatGPT a vraiment fait les calculs? Tu l'as pas dit en fin de saison. Bah oui. Je pense Là, il te donne les 6 premiers à l'heure actuelle. Qu'il t'a donné maintenant. J'essaie de... Ouais. J'attends de voir. Jouer là. Toi, tu les vois où alors? Faut bien prompter avec l'intelligence artificielle. Ouais, et écologiquement, Moi, je les catastrophique ce que tu nous fais. je les vois bien 5e. Hein. Non, on parlait de Strasbourg, pardon. Non, on parlait de Lille. Bonjour, bienvenue dans la zone. Lille, je les vois bien à 6e place. Ah ouais? Ouais, je pense qu'ils vont dégringoler un peu. Eh bien, écoute, je vous donne les résultats. 2e, je pense Monaco. que l'OL restera 7e. Ok. ChatGPT me répond 2e, Monaco. 3e, Marseille. 4e, Nice. 5e, Lyon. 6e, Lille. Et 7e, Strasbourg. Ouais, c'est ce qu'ils me disent. Voilà. Ok. Un peu déçu. Moi, je vois Marseille 2e encore et Monaco 3e. Et après, très serré en fonction de... Il y a trop d'incertitudes autour de Lyon, je trouve, qui peut être il y a vraiment surtout cette décisif. double confrontation qui vient... Oui, c'est pour ça. Ouais. Et puis, tu as le derby aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de Lyon, leur irrégularité aussi. Et après, je pense que Strasbourg, ça ne dépendra pas de Strasbourg, tu vois, ça dépendra plus de Lyon. Et ça ne dépendra pas de Lille, ça dépendra aussi plus de Lyon. Ouais, donc, destin entre ses mains pour l'Olympique lyonnais. En tout cas, la Ligue 1 promet d'être palpitante, sachant quand même, on n'en a pas parlé, mais le Paris Saint-Germain sera champion dès ce week-end si Monaco ne gagne pas à Brest. Ou s'il gagne contre S'il gagne contre Angers, ça suffit. Oui, ça suffit. S'il y a nul, il faut mais ce que je veux dire, c'est que Paris peut gagner nul ou... Enfin, si Paris perd, du moment que Monaco, de toute façon, ne gagne pas... Ah, tu penses qu'ils ne vont pas gagner à Reims, toi? À tu Brest, penses ça? À Brest. Non, je dis que si Monaco ne gagne pas à Brest, Ouais. Paris est champion quoi qu'il arrive. Paris gagnera Et contre Monaco, Angers. il joue quand à Brest? Là, ce week-end. Oui, non, mais quel jour? En fait, parce que Paris il joue contre Angers à 17h. Donc Il joue après. Ouais, donc du coup, Paris sera champion s'ils ont battu Angers. Voilà. Quoi qu'il. C'est juste après, ouais. C'est à 19h, Brest-Monaco. Paris va pas attendre. Non, mais le de match toute façon, Brest. comme dirait Luis Enrique, Paris est déjà virtuellement champion. Et voilà. Il a bien raison. Évoquons justement le Paris Saint-Germain. Parlons-en. On est à 7 jours du quart de finale contre Aston Villa. Rapidement, Aston Villa, c'est le 9e de la Première Ligue, mais qui reste sur une bonne dynamique quand même. 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Des victoires contre Chelsea, une qualification contre Club Brugge, une victoire contre Tottenham, un nul quand même ces derniers temps aussi contre Liverpool. Comment est-ce que vous sentez ce quart de finale aller qui se joue, rappelons-le, au Parc des Princes? Bobo. Au Parc des Princes. Au Parc des Princes, ouais. Et je l'écris à QE à la fin. Toi, tu vas regarder la Roma, de toute façon. Très optimiste, toujours depuis le tirage, en fait. Enfin, depuis qu'on sait que c'est Aston Villa. Ça aurait été un peu la même chose si ça avait été Bruges. Hein. Je vais pas faire le faux. Non, mais je vais pas faire le faux humble pour le coup. J'ai pas ce sentiment-là, et je pense que c'est. Je vois pas dans quel monde ils peuvent être mis en difficulté par Aston Villa, en tout cas au Parc des Princes. Tu vois, j'entendais Martinez qui disait qu'ils étaient très forts à l'extérieur. Ils n'étaient pas très forts à l'extérieur, mais ils étaient très forts à domicile, donc ils allaient serrer les fesses au parc et qu'ils feraient le taf au retour. Bon, après, c'est le discours qu'ils peuvent avoir. Moi, Aston Villa, une seule défaite à domicile depuis le début de je saison. pense qu'ils vont prendre une valise au parc et qu'ils perdront même au retour. Ah ouais? Ouais, je pense. Ouais. Genre 3-4-0? Ouais. Ok, boum, Ah ouais. voilà, il dit les termes. Jo, est-ce que toi tu sens que c'est le match, le moment où on va tous se rendre compte que le Paris Saint-Germain est réellement en train de passer un cap? Est-ce qu'il y a ce côté où vraiment Paris semble intouchable? Tu me connais, c'est exactement ce que j'attends de voir, moi. C'est-à-dire que tu as besoin de ça en tout cas là. Moi, j'ai besoin de voir que Paris a franchi le dernier cap du dernier level de fin du boss de fin, quoi. C'est-à-dire que le match à Liverpool m'a montré qu'ils étaient capables de le faire, et c'est la première fois. Okay. Maintenant, j'ai besoin de savoir si ils ont réellement défoncé le plafond de verre ou ils ont juste fait épisodiquement un exploit, une grande performance, tu vois. J'attends de voir ça. Alors pour moi, effectivement, je m'attends à avoir, j'attends plutôt de voir avec mes beaux yeux bleus une victoire de 3 buts d'écart. Pour moi, un 2-0 suffira pas en termes de marquer le coup. Moi, je veux que Paris marque le coup et fasse peur à l'Europe. Parce qu'ils ont sorti Liverpool. Maintenant, tu fais ce match-là
5 ans en arrière, normalement, Paris doit gagner 3-0 ce match contre Tu veux dire Aston avec Villa. les Zlatan, Di Maria, Cavani. Voilà, donc, ok. mais c'est pas pour autant qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Maintenant, si Paris est la meilleure équipe d'Europe et que le milieu à 3, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz, est censé écraser le milieu à 3, je sais même pas s'ils vont pas jouer à 4 au milieu, tu vois, par exemple, avec un mec en plus, Avec Tielemans en point de basse. peut-être, ou pointe haute même. C'est Ouais, c'est pour te possible dire, qu'il c'est joue, pour il te peut jouer dire. en tu vois. 10 aussi. Ouais. Mais normalement, Tielemans, Onana, Camara, ce sont des très 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 bons joueurs, mais ça reste en dessous de ce que montre le Paris Saint-Germain cette saison. Donc, C'est pour ça que voilà. moi, j'avoue, j'arrive pas à me projeter dans un scénario où, tu vois, c'est pas comme le PSG Manchester de 2019 où, en fait, il y a quand même peut-être des joueurs en face qui... Enfin, tu vois, on parlait de Rashford, là, qui va revenir au Parc des Princes. C'est pas le Rashford de Manchester de 2019. Non, mais Tu ça vois. a donné un nouvel influx à cette équipe. C'est vrai. Mais après, Comme Asensio, hein, d'ailleurs. après, il joue pas quand même tous les matchs. Et Asensio, c'est pareil, il rentre souvent en... Donc, il y a des dynamiques, mais j'arrive pas à les voir dans le même univers, pour l'instant, ces deux équipes-là. C'est pas une équipe qui est construite Donc, pour lutter contre le Paris Saint-Germain. hein. Bah ouais, c'est pour ça que j'arrive pas trop à voir, encore une fois, quelles armes ils peuvent avoir pour éliminer sur Mais le est-ce PSG qu'il y a- sur une double confrontation. Ils ont des vraies armes aussi, il faut quand même le dire. Enfin, ils ont des joueurs de classe mondiale à certains postes. Ils ont peut-être le meilleur gardien du monde quand même. Je sais que c'est dur à entendre pour certains, mais en tout cas, c'est le double, comme on dit, Golden Globe en Ouais, titre. Après, moi, Non, mais d'accord, mais un peu une disquette. Golden Glove. d'accord, mais c'est un excellent gardien. Oui, c'est un excellent gardien. Après, Faut pas oublier. surtout dans l'approche plus, moi, je pense plus Psychologique. en termes de charisme que de. Moi, de je parle technique, juste en termes de technique. Tu vois, Ouais. Après, tu as un défenseur central, Pau Torres, qui est un des meilleurs défenseurs au monde. Et vraiment, je le dis, j'aurais aimé qu'il vienne au Paris Saint-Germain, ce joueur-là, à la place d'un joueur qui est suspendu pour le match aller. Marquinhos est suspendu. Donc, je suis un peu rassuré. Et ensuite, le reste de l'équipe, c'est des joueurs qui sont moyens plus, quoi, qui sont des très bons joueurs, mais il n'y a pas un mec qui te dit, toi, des Watkins, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des joueurs de classe mondiale, tu vois. Après, moi, l'idée, elle a été renforcée aussi par la double confrontation contre Bruges, où à l'aller, c'est un miracle, ils gagnent 3-1, ils doivent perdre le match, quoi. Donc, et je parle pas forcément de remettre en cause le score et de dire Bruges aurait dû se qualifier. Je parle juste en termes de fond de jeu et de capacité à mettre en difficulté Bruges. C'était très, 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 très dur de mettre... Mais même au retour, c'était pas fou, alors qu'ils gagnent le match aussi. Donc, pour ça que j'arrive pas à me dire... Je vois pas comment le Paris Saint-Germain actuel peut être mis en difficulté par Aston Villa. Mais je te rejoins, par contre, sur le truc de... J'ai envie... Tu vois, c'est ça l'excitation et la curiosité. J'ai envie qu'il y ait une démonstration et de voir du beau foot. Juste pour terminer ça, parce que comme on se renvoie la balle depuis 5 minutes, c'est très important de ne pas... Enfin, moi, je ne veux pas voir Paris qui arrive avec le boulard. Ah non. Oui, mais Ce qu'ils ont tu connais le Paris fait Saint-Germain Ouais, comme ouais, moi. depuis le début de saison, quand même. D'accord, mais j'ai besoin de voir Paris gagner 3-4-0 ou 3-0-4-1, ou tu vois, un score fleuve, pour dire voilà, C'est maîtrisé. maintenant ce qu'on veut, c'est Voilà aller ce au qu'on bout. sait faire. Maintenant ce qu'on veut, c'est aller au bout. C'est-à-dire que qu'importe que ce soit le Real ou Arsenal, nous on est prêts. C'est ça le plus important. Parce que quand tu as fait ce que tu as fait en 8e, c'est fantastique. Mais derrière, il faut Il faut assumer. confirmer, ouais. Il faut assumer ce statut que tu prends. Mais je vous connais, messieurs. Vous êtes des fervents supporters du Paris Saint-Germain. Vous voulez très prudent. Hein. L'année dernière, ça a été votre mantra et votre discours tout au long de la saison, malgré le bon parcours et le joli parcours en Ligue des Champions. Est-ce qu'il n'y a pas plein de signes qui nous font penser que il y a des vieux démons qui vont ressurgir au Paris Saint-Germain, les retrouvailles entre Enrique et Unai Emery, Attends, tu veux dire. les retrouvailles de Asensio avec le Paris Saint-Germain et le Parc des Princes, les retrouvailles de Marcus Rashford Mais- avec le PSG et le Parc des Princes. Bon, mais Unai Emery, je pense que il fait partie des entraîneurs où PSG, il a pas marqué les esprits dans l'absolu, dans le cœur des gens. C'est pas d'un seul coup, on n'est pas revanchard contre Unai Emery. C'est peut-être à thème, tu vois, mais sinon, Non, mais peut-être que lui l'est envers Luis Enrique. Il l'a dit, hein, les PSG. Il a dit qu'il avait un truc. Ouais, mais bon. Mais moi, ça m'inquiète pas moi plus non que ça, plus, quoi. c'est pas. Enfin, En fait, le truc, c'est que Paris va jouer son jeu et imposer son jeu. Et s'ils le font avec la même détermination qu'ils sont capables de faire, maintenant, j'aimerais juste pas que Paris ait été trop fort trop tôt
et commence à s'essouffler, un peu comme un Liverpool s'est essoufflé, Ouais. un peu comme... Parce que là, tu n'es qu'en quart de finale, tu vois, et il reste encore 2 mois de compétition très intense. Ouais. Donc c'est ça qui me... Voilà, après, je n'attends qu'à être conquis par Luis Enrique et le staff de Luis Enrique, encore une fois. Et là, on se parle seulement du quart de finale, de la double confrontation en quart de finale. Moi, quand tu me dis optimiste, je te dis pas Paris va gagner la Ligue des Champions. Je dis sur cette double confrontation-là, je vois pas dans quel monde le PSG peut en demi-finale. Après, est-ce qu'ils iront en finale, j'en sais rien. Il faudra avoir la dynamique, etc. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose là où tous les voyants sont au vert. Face à une équipe, voilà. Il faut gagner sans la moindre difficulté dans cette double confrontation. Sans la moindre hésitation. Ouais. Voilà. Avec une vraie domination. Si le PSG fait la saison parfaite, Mais qu'est-ce que vous faites? on va te faire foutre, quoi. Moi, je dis Non, mais plus vraiment. que je fais en cas de Non, mais- truc parce que ça arrive pas et après je le fais pas. C'est pas. Tu veux que je te dise la vérité? C'est la première fois de ma vie que je pense que le Paris Saint-Germain est capable de gagner des champions. Et l'année dernière, demi-finale contre Dortmund, vous vous souvenez très bien, hein, jamais. Là, c'est la première fois de ma vie, parce que je pense viscéralement que Paris ne peut gagner la Ligue des Champions qu'avec la meilleure équipe du monde. Et ils l'ont potentiellement cette saison à la surprise générale. Faut dire la vérité. À la surprise générale, à l'instant T, ils ont peut-être la meilleure équipe du monde, avec le meilleur coach du monde en ce moment. Et c'est ce truc-là qui fait que, pour moi, ça ne peut passer que par une domination, pas par un accident. Comme, On n'est pas comme une il y a eu des accidents par le passé. On n'est pas une équipe où les accidents ils tournent Non, en les notre faveur. accidents, c'est dans l'autre sens. C'est T'as raison. toujours dans l'autre T'as sens. raison. On n'est pas une équipe comme ça. On n'est pas le Real Madrid. On sait pas faire. Enfin, tu vois. Et pour autant, je vais te dire la vérité, je vais te dire vraiment ce que je pense. Si Paris se qualifie et joue contre le Real en demi-finale de Ligue des Champions, Paris doivent les massacrer, le En Real. tout cas, ce que proposent les deux équipes. Mais ça ne se passe jamais comme ça. Ouais, c'est ça. Donc on peut s'attendre au pire à chaque fois. Maintenant, est-ce qu'encore une fois, ils sont capables de reproduire ce qu'ils ont fait contre Liverpool à chaque tour jusqu'à la fin? Enfin, oui, ils en sont capables. Là, c'est la première année où je suis capable de te dire que Paris est capable de gagner avec des champions. C'est pour moi la première fois que je vois ça de ma vie. Bobo, tu mets quel 11 face à Aston Villa, toi? Sachant qu'il y a Fabien Ruiz et Fabien Ruiz, il est suspendu au final, pas? Non. Non, je crois pas. Je Non, sais ok. pas, Il y a je que vais te dire, mais je crois pas. Marquinhos, c'est sûr. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est que Beraldo, je crois, pour le coup, bon, ça aurait été contre un autre club, ça m'aurait beaucoup plus inquiété que ça. Mais je suis quand même assez inquiet du niveau de Beraldo dans l'absolu. Dire que c'est ça ton remplaçant en DC, c'est quand même un peu complexe. Pourtant, il fait une très bonne rentrée contre Liverpool. Hein. Ouais, ben, il suffit de regarder le match contre Dunkerque hier, quoi. Non, mais si tu domines et que tu as le ballon, c'est pas très grave. Oui, En c'est vrai. ça, mais Normalement. faut pas subir d'occasions. Et hier, je trouve que dans là où Paris a subi des occasions en Coupe de France, Beraldo, il y a plein de moments où c'est quand même la cata. Et il y a, je sais plus, il fait une remise plein axe. Après, il la contre, mais je dis que si c'est but, c'est pareil. Moi, il me rassure pas du tout dans les 1 contre 1. Il me rassure pas du tout. Il me rassure seulement quand Paris a la balle et qu'il n'a pas à défendre. Mais bon, on ne sait jamais sur une action. Et tu mets qui alors pour remplacer Marquinhos? Je mets Beraldo parce qu'on n'a pas trop le choix, tu vois. Je pense que. Tu mets pas un Lucas Hernandez? C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que, en tout cas, Luis Enrique va aligner. Le seul gaucher qui veut bien aligner avec Pacho, c'est Beraldo. Donc, je vois pas trop comment ça pourra prendre une autre tournure. Mais après, du très classique. Danilo, non? Et les 3 de devant alors? Choisir entre Dembélé, Barcola, okay. Doué et Guevara. Attends, Doué n'était pas dans la discussion pour les 3 devant, il est presque dans la discussion au milieu de terrain. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais à l'instant T, parce que Kvaratskhelia était malade. Oui, Et moi, Mais normalement, c'est Guevara, Dembélé. Sinon, pour le match Barcola. à domicile, moi, je vois plus Doué venir au milieu et Barcola, Guevara et Dembélé devant. Et t'enlèves À l'aller. Fabien Ruiz, Ruiz. ouais. Ok. Moi, alors, mon joueur préféré, c'est Désiré Doué. Je pense que vous le savez. Je le mets sur le banc pour ce match. Ok. Parce que... Tu le fais rentrer quand même. évidemment. À 20 Parce minutes qu'en de la plus, fin. en plus, il apporte Après 20 minutes de jeu, je crois. il apporte un influx physique hallucinant à la 60e ou à la 70e, à la 60e en tout cas, je trouve. Et Il a un vrai côté un et peu le player, contrôle quoi. du milieu de terrain des 3 au milieu, au très haut niveau, il est trop fort, quoi. Les gens sous-cotent énormément Fabien Ruiz. Ouais, c'est vrai.
Et je le redis, vraiment, c'est pas la première fois que je le Contre dis. Saint-Etienne, je l'ai trouvé hyper intéressant dans les orientations et puis dans les déplacements. Et puis même ses courses et tout, c'est le joueur qui court le plus en Ligue des Champions, je crois. Il y a une stat comme ça où c'est le mec qui a avalé le plus de kilomètres en Ligue des Champions. Alors que tu ne te dis pas tout de suite ça quand tu penses à Fabien Ruiz. Mais voilà, parce que malheureusement, il n'a pas une technique de frappe qu'il avait au Napoli, parce qu'au Napoli, il mettait des buts de zinzin. Il était plus jeune après. Mais Là, maintenant, tu as l'impression que quand il a entré de surface une frappe, il fait n'importe quoi, il la rate totalement. Pas se cacher aussi. À chaque fois, il dégaine une passe ou il cherche une passe, il force une passe. Mais dans le contrôle et dans l'intelligence de jeu, moi, ce qui me dérange avec Désiré Doué, et Dieu sait que je l'aime, c'est qu'il n'a pas encore ce contrôle tactique des espaces. Et c'est normal, il a 19 ans. C'est des trucs sur lesquels il va progresser. En revanche, quand tu as besoin d'un bonhomme physique, etc., pour envoyer du bois à la 60e et faire des différences quand les autres font moins de différences, là, tu peux le mettre au milieu, à droite, en pointe, à gauche, partout. Il va être monstrueux. Après, là où je rejoins Josh, c'est que je pense que Enrique le fera rentrer. Moi, c'est plus de la gourmandise de vouloir le voir dès le début du match. Moi, j'avoue que c'est un peu comme je disais, je suis curieux et je suis excité de les voir jouer. J'ai ce sentiment avec Désiré Doué. En fait, j'ai envie qu'il soit sur le terrain, tu vois. J'ai pas... J'ai l'impression qu'on parle de Neymar, vraiment. Non, mais à l'époque où vraiment il arrive en Ligue 1. En fait, il y a un truc qui à l'époque où il arrive au Barça, je trouve. Encore, il n'a pas tout montré, tu vois, et voilà. Moi, il y a un truc qui me fait plaisir, tu vois, et on en parlait la dernière fois avec les joueurs capables d'éliminer en 1 contre 1. On a été sevrés quand même pendant une petite décennie de joueurs capables d'inventer des dribbles, d'éliminer. On attendait de voir qui allait reprendre le flambeau, et maintenant, dans plusieurs clubs européens, on a des très jeunes joueurs qui savent le faire. À Désiré Doué, moi j'ai ce truc-là maintenant qui existe, comme il est dans le club que je supporte, d'avoir de l'excitation, d'avoir envie qu'il soit sur le terrain et pas de m'en priver. Après, attention, parce que je le vois venir gros comme une maison, des médias ou des journalistes qui vont opposer Mbappé, Désiré Doué, parce que... ils sont en train de comparer ça comme là déjà. Oui, parce que Désiré Doué, en fait... J'ouvre un débat un peu sur le côté... non, je ne dirai jamais cette expression. Je mets un débat sur tu l'as pas envoyé comme message à ton pote? Et donc, je ne sais pas comment le dire, mais Mbappé, il a un vrai désamour. Il y a beaucoup de gens, et je pense dans vos amis, dans tes amis, qui ne supportent pas Mbappé. L'attitude de l'homme, etc., moi, personnellement... Je me pose même pas la question parce que j'essaie de regarder que le terrain. Je regrette d'être passé à côté de Thierry Henry pour ce genre de choses parce qu'on nous a donné une mauvaise image de l'homme et un jour s'il me retrouve face à lui je serais désolé, tu vois, par exemple, parce que voilà, je trouve que Mbappé, il y a un vrai désamour d'une partie du public français. Son attitude n'est pas non plus extraordinairement parfaite, tu vois, et de voir Désiré Doué, parce qu'on est obligé de comparer quand on voit des jeunes prodiges français qui ont été formés comme ça. Tu te dis, Désiré Doué, il est tellement à l'aise dans ses baskets. Et en fait, je crois que c'est peut-être ça le problème, tu vois. Mbappé, tu sens qu'il a tout le temps un truc à prouver, tout le temps, à lui-même, déjà. À lui-même, parce qu'il est extraordinairement compétitif. Et c'est un immense champion. Mais tu sens que Désiré Doué est beaucoup plus à l'aise avec lui-même. Ils n'ont pas le même âge. Moi, j'ai souvenir de Mbappé à son âge où vraiment il semblait très à l'aise aussi, Mbappé. Non, mais là où... C'est plus par rapport à lui-même, je trouve, j'ai l'impression que... Là où je te rejoins complètement sur le fait de se prouver des choses à soi-même, tu avais Mbappé, il est dans la construction d'une identité médiatique et d'une conscience pour son âge. Parce qu'il tu vois, faut pas comparer. J'ai fait une intervention sur l'équipe TV il y a 2 jours sur un truc purement marketing où on me demandait mon avis sur le potentiel marketing de Désiré Doué. Et tout de suite, on m'a dit c'est le nouveau Neymar en termes de marketing. Alors, je dis déjà jamais. Pas du tout, parce que je pense qu'ils n'ont rien à voir en termes de personnalité. Mais il y a aussi, il sera tout simplement Désiré Doué. Il faut arrêter de vouloir. Je parle d'un point de vue marketing et d'image. Sur le terrain, oui, on peut trouver des ressemblances dans les dribbles parce qu'il le dit lui-même, il est passionné il était fan de Neymar, donc il y a beaucoup de choses. Et puis on n'invente pas tous les jours des dribbles. Et il y a aussi plein de choses que tu travailles. Mais en tout cas,
potentiel médiatique, il est quand même assez tranquille. Là, on voit qu'il teste pas mal de pompes, tu vois, il joue pas, il n'a pas encore choisi son équipementier, un coup il est en Predator, un coup il est en Superfly, un coup il est en Under, il est pas en Under Armour, mais il est peut-être en autre chose, et il est sur son matos, il est pas sur, tu vois, sur l'image de dire il me faut cette paire-là, etc. C'est un mec qui se donne les moyens d'atteindre les objectifs extrêmement élevés qu'il s'est donnés, mais tout en restant lui-même et en étant très à l'aise avec lui-même. C'est ça ouais, qu'on voit. Je trouve que quand et le cadre familial, l'éducation, le truc, franchement, je me suis renseigné, tout est vraiment nickel, quoi. Sur les prises de parole, c'est assez smooth, hein, tu vois, il n'y a pas de truc, tu vois, il va pas, il est pas dans une surenchère, il réclame rien, il est pas en train de donner la leçon à d'autres. Tu vois, quand on lui demande un peu si... Il n'est pas en représentation. Ouais, j'ai pas le sentiment. Et alors, par contre, sur le terrain, il a compris les codes. Quand il marque, et ben, il a compris les codes de ce que c'était que la communication aussi. C'est un kiffeur de sa génération et de son époque. Je pense que pour l'instant, c'est ton métier, hein, mais en termes d'image et de volonté d'image, je ne sais pas si c'est clair sur ce que je veux dire, de là où il veut aller, c'est parfait. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il se donne de l'air. Tu vois, il y a un truc, il se donne de l'air. Il s'enferme pas dans un perso. Pour l'instant, il est concentré sur le foot. Il rentre, il est titu, il kiffe. Moi, je disais, c'est un kiffeur. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là, tu vois. Alors, il a trouvé un petit truc du geste signature comme ça. Le dernier but qu'il marque, il le célèbre un peu en Mbappé. Tu vois, je pense qu'il est plus un truc de... Il a les rêves de son temps et il vit avec son temps, mais il n'est pas en train de raconter encore une histoire. Il ne se raconte pas une histoire. Pour ça, il faut être très, très fort. Ouais. Il faut vraiment... Enfin, c'est dur, hein, on ne se rend pas compte, mais il a 19 ans. Et avoir autant de contrôle de tout ça, et puis être serein, et puis être tranquille, se dire, voilà, j'ai joué à quelque chose sur machin... Il pourrait prendre un gros chèque, hein, là, tout de suite. Mais il veut être sûr que pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux, tu vois. Il veut être sûr que il va pas raconter n'importe quoi. Non, il arrive en interview, il est détente, basta, il passe à autre chose, il décompresse un instant, ça se voit, quoi, tu vois. C'est ça qui est fort, je trouve. Après, tu vois, tout à l'heure, je donnais l'exemple il joue avec des crampons d'équipementiers très différents depuis quelques semaines. Et il y a ce truc où les joueurs, normalement, quand ils font ça, quand ils sont en zone grise, c'est-à-dire qu'ils sont en fin de contrat avec leur équipementier et ils ont le droit d'aller tester un peu des trucs, c'est ce moment-là. Et généralement, ils maquillent les pompes. Ouais, bah. Lui, moi, j'ai souvenir de Zlatan qui faisait ça. Exactement. Et je pense qu'il s'en fout parce qu'il n'est pas dans un truc de vouloir appâter. Généralement, ça excite les équipementiers qui ne sont pas ton équipementier perso. Quand il fait « Ah putain, c'est la Predator, mais elle est toute noire, mais je la reconnais parce que je bosse chez Adidas et je sais. » Bah, lui, il s'en fout. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de truc malsain ou négatif. Après, il doit peut-être avoir un truc d'esthétique, tu vois, s'il choisit quand même les couleurs pour le truc, mais il ne se prend pas la tête à aller jusqu'à maquiller ses pompes. Donc, je pense qu'il y a... Tu vois ce qu'on essaie de travailler et il est top, quoi. Tu vois, genre il m'a fait une vidéo, j'ai reçu une vidéo, t'as vu? Je te jure, on dirait que c'est une meuf qui t'a envoyé une vidéo. Bah ouais, mais je le kiffe trop. J'ai ma petite vidéo de Désiré Doué qui me dit... Coucou Jonathan de la zone. Coucou Jonathan de la zone. J'étais trop content. Après, voilà... C'est ton famille, je crois. Jonathan de la zone. Exactement. La noble, évidemment. Mais ce n'est pas non plus Lamine Yamal, ce n'est pas non plus X ou Y ou un tel. Voilà. Ouais, c'est un profil différent, mais qui fait kiffer, donc profitons, tu vois, c'est... Tant qu'il y a de la fraîcheur, en tout cas, et ne lui posons pas d'étiquette de le comparer à un tel, de potentiel marketing, de le mettre... Alors, il a un peu la voix d'Mbappé, je trouve, dans certaines intonations. Ouais. Ouais, même physiquement. S'il avait les cheveux courts, je pense que ça serait flagrant. Ouais, flagrant, ouais. Mais au-delà de ça, laissons-le être qu'il a Désiré Doué et qu'il fasse parler son talent, tu vois, jusqu'à la fin de la saison. Pour vous dire, parce que ça n'a rien à voir, qu'on a un nouveau programme dans la zone qui arrive d'ici, je pense, un mois. Un nouveau programme extraordinaire, avec un nouveau concept, plus ou moins, parce que oui et non, un truc assez américain, avec des invités... c'est de l'effeuillage burlesque d'Alexis. Extraordinaire. Non, mais des invités extraordinaires. Il y a trop de mots que je ne comprends pas dans ce que tu as dit. Et voilà, on vous dira qui exactement, mais on parle d'ouvrir le spectre à plus que le football en France. Ah, c'est Bill Gates, ouais, désolé. Mais on garde la valeur de bienveillance, de partage, de passion, de tout ça, quoi. Voilà, messieurs, je lance le stylo. Ça veut dire qu'on a passé une bonne émission et que c'est terminé. Merci à tous les deux, c'était très très cool. Rendez-vous dans 7 jours pour savoir si Désiré Doué sera titulaire, s'il fera sa célébration. T'es malade la semaine prochaine, toi, c'est ça? Alors non, si vous voulez que je vous raconte ma vie, je suis à Londres. Voilà. Pourquoi?
pour le mariage de ma belle-sœur. Ah ouais? Et ouais. Énorme. Elle se marie, C'est yes, voilà. Enfin, on avait peur. Hein. On était vraiment, on s'est dit quand est-ce qu'on va La mariée. caser. Ouais. Ah, bah, non, elle est bien Écoute, amoureuse. génial. Et du coup, Et comment pas ça se avec passe, moi. Non, pas avec moi. toi. Pas avec toi, c'est vrai. Et du coup, comment ça se passe? Eh bien, je te laisserai voir avec mon remplaçant. C'est qui ton remplaçant? Normalement, si tout se passe bien, on touche du bois. C'est Félix. Ah, Félix qui devrait revenir. Félix Roy, Voilà, Félix, Rien à voir avec, ROI, évidemment. avec Eric Roy. Non, rien à Ok. voir. Lui, c'est ROI. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Pas la semaine prochaine, mais à la prochaine. Très bientôt. Et puis, Très vous vite, avez hein. été excellent pour ne pas dire autre chose. Salut Ah, tout le ouais. monde. Les habitudes, Surtout toi. évidemment, vous savez, vous allez sur la chaîne de la zone sur YouTube, vous vous abonnez, vous activez la cloche et vous nous suivez sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et merci à toutes et à tous. Salut, ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.